Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Fabrice Ravel, aujourd'hui encore, pour traiter de la question européenne, mais sous un angle différent, puisque nous aborderons aujourd'hui la question de la nation comme entité, face à l'Europe politique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier. Alors comme je l'ai dit, notre démarche aujourd'hui est plus réflexive et d'ailleurs les étudiants ont dû prêter attention à ça, les termes sont plus abstraits. Dans un premier temps, et c'est une démarche qui est fructueuse toujours, revenons sur les termes et cherchons à les définir. Oui, bien volontiers. Alors en plus, vous avez raison de souligner que c'est une démarche qui s'insère totalement dans ce qu'on cherche à apporter à nos étudiants, c'est-à-dire d'abord analyser les termes clés ou les notions clés d'une problématique. Et là, on a la nation face à l'Europe politique. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le terme de nation et d'Europe politique. On va y venir immédiatement. Mais je pense que nos étudiants n'auront pas manqué de remarquer qu'on mettait le face qui souligne une opposition ou une contradiction, ou au moins en apparence, une opposition ou une contradiction. Alors, la nation, d'abord, pour faire simple, il faut rappeler que c'est une organisation étatique qui d'ailleurs n'a pas toujours été de soi ou qui n'a pas été très très longue dans l'histoire, puisqu'elle a majoritairement été mise en place d'abord sur le continent européen, il faut le rappeler, et pas forcément sur tous les continents, plutôt à l'occasion de la Révolution française et des différentes logiques qui en ont découlé, dans un premier temps. Ensuite, il y a eu un mouvement très très important au XIXe siècle, avec beaucoup de révolutions, notamment dans les pays d'Europe centrale, sur la révolution des peuples, la révolution des nations. Et puis après, il y a eu un autre mouvement très très important, à l'issue de la Première Guerre mondiale, sur les traités de paix, le traité de Versailles, du Trianon, de Saint-Germain-en-Laye, où justement on a voulu faire disparaître des États qui étaient multiconfessionnels ou multilinguistiques, plutôt en la faveur d'États-nations. Donc en réalité, toute l'histoire qu'on considère comme relativement récente de l'Europe s'est construite sur une base nationale. On a considéré que les États devaient se construire autour de peuples qui auraient en commun une même culture, mais surtout une même langue et une même civilisation. Ça, c'est très important, parce que si on bascule maintenant sur un deuxième terme, qui est l'Europe politique, on voit bien que là, dans la majeure partie des cas, ou en tout cas dans l'avis de beaucoup d'observateurs, notamment contemporains, on semblerait aller vers une construction qui serait différente. Et donc je vais arriver sur l'opposition, c'est-à-dire qu'en gros, on serait amené à essayer de réunir différents États-nations tels qu'ils ont existé depuis 200 ans et à presque supprimer une partie de leur souveraineté pour pouvoir être amené à construire une Europe politique, qui peut d'ailleurs elle-même, on va y revenir, recouvrir plusieurs aspects ou plusieurs modalités. C'est assez intéressant de rappeler que d'ailleurs, c'est suite aux guerres nombreuses. Je rappelle le terme assez classique de Victor Hugo dans le courant du XIIe siècle qui appelait de ses voeux les États-Unis d'Europe, tout simplement parce qu'il y avait une lassitude par rapport aux guerres napoléoniennes, que ce soit Napoléon Ier ou d'ailleurs Napoléon III, et qu'on avait un peu peur à l'avenir que si ces guerres se perpétuaient, ce qui était d'ailleurs malheureusement bien vu, on arrive à des cataclysmes de plus en plus mortifères. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le sentiment que la construction européenne finalement devait nécessairement remplacer les États-nations, et donc on arrive au troisième terme qui est clé, c'est le face. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on écoute énormément de débats, pour dire clairement les choses, que ce soit en France ou dans les pays européens, on a l'impression qu'il y a toujours deux camps en fait, qui s'articulent, c'est-à-dire qu'il y aurait plutôt ceux qui seraient favorables à la nation, ou au retour à la nation, et ceux qui seraient plutôt favorables à la construction européenne, comme si forcément ces deux logiques étaient antinomiques. Et peut-être que dans la suite de notre échange, on va se rendre compte que c'est pas évident ou que ce n'est pas forcément le cas et qu'on pourrait peut-être même envisager des situations où ce serait plutôt des logiques qui viendraient à se rejoindre. C'est ça qui me paraît intéressant dans notre échange aujourd'hui. Oui, il y a une cristallisation du débat très binaire, soit nation, soit l'Europe, soit des logiques nationales, soit des logiques supranationales, avec la question de la souveraineté au cœur. Mais si on revient un peu dans le temps et que justement on s'intéresse vraiment au cœur du moteur de la construction européenne et donc au projet des pères fondateurs, les choses ne sont pas si simples. Effectivement. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il va nous falloir nous efforcer de peut-être résumer ou synthétiser 70 ans d'histoire de l'Union européenne, mais ce qui est très paradoxal et ce qui est souvent très difficile à expliquer à nos étudiants contemporains, c'est que justement l'idée de départ, comme vous avez totalement raison de le souligner, c'est qu'au départ l'Europe se voulait politique. Il faut remettre les choses dans leur contexte brièvement si vous me le permettez.
principalement à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, après justement ces deux conflits majeurs, ceux dont on a l'habitude de les appeler les pères fondateurs, alors bien sûr Schuman et Jean Monnet, mais aussi Spaak, Gaspari et beaucoup d'autres, se sont fait une double réflexion, ce qui montre bien qu'il y a une double logique politique. D'abord, plus jamais la guerre entre nous. Ça, c'était vraiment c'était un cri du cœur ou une évidence, avec en plus, faut se remettre en perspective quand même pour nos étudiants. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale, donc déjà plusieurs dizaines de millions de morts, mais il y avait en plus le traumatisme des camps de concentration, enfin, des civilisations qui, à tort ou à raison, pensaient être au summum de l'avancée en termes de société, se rendaient compte que finalement, elles avaient été capables des pires des barbaries entre elles. Et alors avec en plus les bombardements systématiques des villes, la bombe atomique, enfin, il y a les images de la Deuxième Guerre mondiale sont particulièrement redoutables. Le totalitarisme, l'aboutissement presque, enfin, la contradiction évidente avec un phénomène de réflexion ou de liberté au niveau individuel. Donc en fait, ça a été un choc en plus traumatique, on peut le dire. Et donc en fait, la réflexion, ça a été de dire non mais plus jamais la guerre entre nous. Mais il y a un deuxième élément sous-jacent, et je trouve qu'aujourd'hui est vraiment presque toujours occulté, c'est que les pères fondateurs n'étaient pas non plus totalement candides ou naïfs, et en fait ils sont déjà en train de se rendre compte que la décolonisation est en marche, même si on est en 48, je pense notamment à la réunion à Amsterdam, 48-49, et donc l'idée c'est de dire, dans la continuité un peu des réflexions d'Alexis Tocqueville qui avait dit de la démocratie en Amérique, il n'avait pas été le seul à le dire, mais, parce qu'on pense toujours qu'à lui, mais beaucoup d'auteurs le pensaient. Mais en gros, Alexis de Tocqueville avait dit, au XXe siècle, les deux futures grandes puissances, pour des questions de taille, c'est important ce qu'on va dire d'ailleurs par rapport au XXIe siècle, de superficie, de démographie, de puissance industrielle, ça sera les États-Unis et ça sera la Russie, quel que soit d'ailleurs leur système politique. Donc il y avait déjà quelque part l'idée d'un déclin de l'Occident, que Spengler reprendra en 1921-1922, même s'il est sur une lecture un peu plus idéologique. Mais l'idée, c'est de dire, si nous, on veut continuer à exister dans les relations internationales et la géopolitique, il va falloir maintenant, désormais, qu'on se regroupe. Parce qu'on va avoir affaire à des puissances qui vont émerger ou qui vont revenir. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en 1945, il y a 50 États dans l'Union européenne, qu'aujourd'hui, on en est à 193. Et donc, en fait, il y a ce sentiment diffus de dire il faut créer l'Europe politique. Et là où c'est intéressant, Olivier, c'est que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les premières constructions dans l'Union européenne, il y en a deux qui sont vraiment intéressantes à souligner, c'était l'ACK, d'une part, et la CED. Alors la CEK est communément comprise comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, dans les manuels scolaires d'ailleurs, c'est un peu dommage, on dit c'est une construction économique. Mais en fait, si on y réfléchit bien, quelle était l'idée? C'était de mettre en commun la production du charbon et de l'acier, principalement entre les Français et les Allemands, d'ailleurs pour dire comme les choses, parce qu'après le Benelux va s'y joindre et l'Italie. Mais en réalité, ce qui était intéressant, c'est que le charbon et l'acier, c'était les matières premières pour faire les armes et notamment les canons. Donc en réalité, sous couvert de faire une démarche économique, on était clairement en train de mettre sous le patronage d'une organisation internationale la production du charbon et de l'acier pour rendre justement la guerre impossible entre l'Allemagne et la France. Donc on était totalement dans une démarche géopolitique. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on était arrivé au projet de la Communauté européenne de défense, ou CED. Et là, me semble-t-il, ça c'est un moment critique dans tous les sens du terme de la construction européenne. Pourquoi? Parce qu'à peine 6 ans, c'était 1951, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée qui est incroyable, qui est d'une ambition, presque d'une provocation de la part de nos élites politiques, c'est de créer une armée européenne intégrée, y compris avec les Allemands. Il faut quand même rappeler qu'on est 6 à 7 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est très osé quand même. En disant on aura un état-major intégré, on fera abstraction de nationalité et en gros on aura une armée européenne parce que c'est un des outils majeurs pour exister au niveau géopolitique et pour que l'Europe puisse continuer à avoir une voix dans le monde. Bon. Et alors ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'en plus c'est les Français qui avaient été l'auteur de ce projet et que pour des raisons de politique interne sur lesquelles on ne va pas revenir parce que ce n'est pas vraiment l'objet du jour, en 1954, en réalité le Parlement français a rejeté le projet, on n'a pas ratifié le traité et donc là on est arrivé sur une rupture. Et c'est ce qui explique que justement on a fait apparemment le choix d'une Europe économique qui n'était pas le premier, d'abord il faut le rappeler, et deuxièmement, ça n'est qu'une apparence, car quand on crée la CE le 25 mars 1957, ce qui se passe en fait, c'est que sous couvert d'apparemment faire une Europe économique,
en réalité, on est toujours dans la perspective d'une Europe politique. En gros, l'idée consiste à dire les peuples ne sont pas prêts, les décideurs principaux ne sont pas prêts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à totalement harmoniser l'ensemble des règles et des structures. On va habituer les Européens à être régis par les mêmes règles, en gros, si vous préférez. Ce qui fera que normalement, d'ici 30 à 40 ans, on sera sur une civilisation ou une culture identique, et que là, dorénavant, on sera prêt à faire la dernière étape, qui sera l'étape de l'Europe politique. D'ailleurs, permettez-moi de rajouter un aspect, l'euro s'inscrit totalement dans cette démarche. Souvent, les étudiants me disent, non, M. Ravel, alors ils le disent poliment, mais parce qu'ils sont intéressés, ils disent, mais l'euro c'est économique. Mais non. L'euro, en fait, c'est la faculté de se donner une monnaie unique. Or, quand on voit l'ALENA en Amérique du Nord, par exemple, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec l'Europe centrale, ou si on voit l'AELE, qui était l'Association économique de libre-échange créée en novembre 1959, justement par les Britanniques, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une monnaie unique pour faire marcher comment dire, au niveau commercial, un territoire qu'on mettrait sur les mêmes règles. Donc, en fait, on a déjà l'idée que d'une intégration ultime, et d'ailleurs on pourrait faire remarquer, peut-être avec un peu d'humour, que là les Européens, on a été des précurseurs, car on avait déjà vu dans l'histoire des États sans monnaie, mais on n'avait jamais vu une monnaie sans État. Donc l'idée c'était vraiment de dire, in fine, l'État arrivera de manière incompressible. Sauf que, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait comme ça, parce que l'Europe s'est élargie à 28, parce qu'on n'a pas changé les règles, et qu'en réalité, on a même fini par en perdre l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 28, on ne se souvient même plus que l'objectif premier était celui-là. Et avec des délégations assez fortes, qui auraient pu nous ramener sur un certain nombre de fédéralismes. Donc vous avez raison de souligner qu'en réalité, on était sur une démarche politique, et que d'ailleurs, elle ne visait pas forcément à affaiblir la nation, mais elle était censée permettre aux nations de conserver une partie de leur pouvoir, leur autorité dans le monde, à travers le substrat européen. Ça, c'est assez intéressant à rappeler, me semble-t-il. Alors, oui, en plus, pour l'histoire de la monnaie, on peut dire que c'est lié aux questions de souveraineté de façon très claire. Donc, déléguer la monnaie à l'Union européenne ou à la construction européenne, c'est clairement transférer la souveraineté aussi, ce qui est absolument passionnant, parce que c'est le premier stade de la politique avec l'armée, justement, dont on a parlé. On voit dans ce que vous avez décrit qu'il y avait une dynamique européenne, donc la nation qui s'engage dans l'Union européenne, dans l'Europe, pour créer une sorte de forme politique commune qui permette aux nations d'exister. Donc on a une dynamique, mais ce processus étant inachevé, on a l'impression que certains pays retournent vers la nation, quelle régression d'une certaine façon, en voyant là-dedans une solution justement aux impasses de l'Europe, et donc étant absolument incapable de replacer la nation dans le jeu géopolitique mondial. C'est exactement ça. Et c'est assez troublant parce que, en fait, ce à quoi on est en train de constater, c'est que personne ne pourra nier que l'Europe a des blocages importants aujourd'hui. Peut-être parce que justement, elle n'arrive pas à passer d'une Europe stricto sensu juridique ou économique à une Europe politique. Et le paradoxe que vous êtes en train d'énoncer est assez juste, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train de se replonger dans l'histoire pour essayer d'appréhender l'avenir. Si c'est un exercice qui est intellectuellement satisfaisant pour essayer de mettre en place des stratégies, par contre, c'est géopolitiquement déconseillé, dans le sens où on n'est plus du tout dans le même contexte. Les pays européens étaient les pays qui maîtrisaient les relations internationales. Enfin, il s'agit tout simplement de rappeler que quand le sort du monde est en jeu, à la fin du XIXe siècle, notamment au Congrès de Berlin, on décide des frontières des États africains. Enfin, dire ça comme ça aujourd'hui, c'est assez étonnant de rappeler qu'en gros, autour de Bismarck, on a dit bon, alors attendez, nous les différentes colonies, c'est les Européens qui vont tracer les frontières. C'est encore le cas avec les accords Sykes-Picot en 1916, où je rappelle que parce qu'on anticipe la chute de l'Empire ottoman, on commence à refaire des tracés sur tout le Proche et Moyen-Orient, qui d'ailleurs, il faut bien le dire, ont été assez malheureux quand on constate la situation géopolitique actuelle. Donc ce qui est assez troublant dans ce que vous avez énoncé, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que face aux difficultés que les différents pays de l'Union européenne connaissent, soit sur des logiques nationalistes, soit sur des logiques régionalistes, on se dit finalement, il n'y a qu'à reprendre son autonomie comme si l'Europe était responsable. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs remarques qu'il faut se faire. D'abord, on pourrait déjà commencer par remarquer que c'est pas parce que certaines constructions européennes sont inadéquates que forcément l'idée européenne en elle-même est mauvaise. Ce qu'on pourrait souligner aujourd'hui, c'est que le traité de Rome qui a été signé le 25 mars 1957 paraît effectivement connaître un certain nombre de limites, mais je rappelle qu'à l'époque il n'y avait que 6 États, qu'aujourd'hui on en est à 28, qu'on n'a plus ou moins pas changé les règles alors qu'on s'est élargi, c'était quand même pas l'idée de départ, et qu'on pourrait très bien passer justement à une Europe soit confédérale, soit fédérale, ou en tout cas qui mette en commun des aspects essentiels pour assurer sa souveraineté dans le monde. D'ailleurs, souvent,
les nationalistes sont dans une opposition assez véhémente face à la logique fédérale, et c'est assez étonnant, si vous me permettez. Parce que si on prend les États-Unis d'Amérique, par exemple, qu'est-ce qu'on constate? Que le gouvernement central a effectivement 2 ou 3 pouvoirs forts, notamment sur les délégations financières, militaires ou de forces de police, et encore, mais que si on accepte ces délégations, qui d'ailleurs se rapproche du concept de subsidiarité tel que l'Union européenne l'utilise dans ses différents traités, finalement, il y a une marge de manœuvre qui est très très importante sur les États américains, à tel titre qu'il y a certains États qui ont la peine de mort et d'autres qui ne l'ont pas. Ce qui veut dire que d'ailleurs, on pourrait très bien concevoir un État fédéral qui mettrait en commun les aspects principaux de la géopolitique, mais qui paradoxalement donnerait plus de pouvoir à chacun des États respectifs sur une majorité de domaines. On serait presque à l'envers de la construction européenne aujourd'hui, dont on peut considérer qu'elle est trop normée sur des choses accessoires et pas assez sur des choses essentielles. C'est tout le paradoxe de la situation. Si d'ailleurs, vous me permettez de rajouter un point, on me dit mais c'est les États-Unis d'Amérique, c'est pas l'histoire européenne. Ah mais c'est pas l'histoire de la France. Mais la Belgique est un État fédéral, l'Allemagne est un État fédéral, la Suisse, même si elle n'est pas au sein de l'Union européenne, est un État fédéral. Donc nous, en Europe, on sait parfaitement ce que c'est qu'un État fédéral et comment faire fonctionner un État fédéral. Et c'est là où on voit d'ailleurs qu'il y a aussi un prisme franco-français par rapport à cette approche, ce qui me paraît assez intéressant. Et là où votre réflexion est assez juste aussi, c'est que déjà au Moyen-Âge ou à la Restauration, au temps des Lumières ou par la suite, il y avait déjà une réflexion. Le Royaume de France s'est construit de façon progressive parce qu'à un moment déjà, on s'était rendu compte que la Flandre, la Bretagne ou l'Occitanie indépendante, ça ne permettait plus d'assurer une autonomie face à des puissances qui commençaient à grandir en termes de taille. Et que d'ailleurs Paul Kennedy, dans un ouvrage qui est fondamental dans la géopolitique, qu'on a souvent eu l'occasion d'évoquer, Naissance et déclin des grandes puissances, disait que tout le paradoxe du XVIe siècle, c'est que les États européens avaient réussi presque par miracle à s'imposer dans les relations internationales, nonobstant leur taille qui était assez résiduelle. Donc on voit bien que là, en plus, là aussi on risque un contresens en disant attendez, c'est pas parce que ça a fonctionné une fois que ce serait très judicieux à répéter. Et c'est là, si vous me permettez, où l'exemple de la Catalogne ou du Brexit est assez incroyable. Comment peut-on imaginer au XXIe siècle qu'on sera plus puissant dans le cadre des relations internationales, quand on rappellera d'ailleurs comment fonctionne-t-elle, en étant plus petit et en ayant moins de pouvoir? C'est quand même quelque chose d'éminemment paradoxal. Quand on prend le temps un instant de réfléchir et de ne pas agir uniquement sous le terme de la pulsion, on pourrait presque faire remarquer à nos amis régionalistes ou les plus nationalistes que en réalité, c'est peut-être presque que par l'intermédiaire de l'Europe, de la puissance européenne, que chacun des États-nations qui contribueraient à la former pourrait conserver un état de puissance. C'est peut-être là qu'on va pouvoir surmonter l'opposition factice entre nations et Europe, grâce au prisme de la géopolitique, celui qu'on aborde depuis toujours, et sa définition finalement qu'on a déjà évoquée, mais je vous laisse revenir sur ça, parce que c'est ça qui est crucial. C'est ça qui est crucial, et vous avez totalement raison. Là pour dire comme la chose, je pense que là, on est non seulement sur le paradoxe, mais on est sur un contresens stratégique et historique. On est sur un contresens parce que quand on va rappeler la nature des relations internationales, alors si vous voulez bien, faisons-le tout de suite. Moi, j'invite nos étudiants, le cas échéant, à revenir sur la première séance qu'on avait mise en place en septembre 2016, où justement la thématique c'était quelle est la réelle nature des relations internationales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce titre, il y a réel politique. Et j'ai le sentiment qu'en Occident aujourd'hui, on se trompe sur la question européenne parce qu'on oublie comment fonctionnent les relations internationales. Or, pardon d'être un peu lapidaire, puisque c'est le temps qui nous y encourage, mais là, le contresens est majeur. On peut rêver les relations internationales, les fantasmer. Alors là, on sait bien qu'il y a deux écoles. Mais franchement, quand on voit les événements depuis 1945, quand on voit à quel point l'ONU a été incapable d'instaurer un ordre mondial, quand on voit à quel point, d'ailleurs, ça sera peut-être une thématique à venir, depuis la fin de la guerre froide, les relations internationales, souvent on nous a dit, c'est la fin des relations internationales. Non, c'est le retour des relations internationales classiques. Et malheureusement, en 2018, on est accablé par le nombre de conflits qu'on peut égrener. Ça avait été une thématique qu'on avait abordée. Pourquoi il est important de rappeler ça? Parce que si on se remet dans la perspective de 3 ou 4 auteurs principaux, sans vouloir être trop redondant, si on pense notamment à Paul Kennedy, mais à Samuel Huntington, si on pense à Joseph Nye qui avait développé la notion de soft power, mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'en réalité, aujourd'hui, il faut avoir un seuil minimum de puissance pour pouvoir continuer à défendre ses intérêts. Aujourd'hui, on voit bien qu'on revient concrètement dans un classique, alors c'est un peu embarrassant de le dire, bismarckien,
ou d'ailleurs Theodore Roosevelt, la théorie du big stick, c'est-à-dire je peux avoir des amis dans les relations internationales, mais ils m'écouteront d'autant plus. Quand bien même je m'impliquerai pour défendre la liberté dans une démarche morale, on m'écoutera d'autant plus que j'ai les moyens, le cas échéant, d'être écouté. Donc c'est la théorie du big stick, c'est-à-dire en gros, il faut d'abord que je sois puissant, parce qu'en réalité, c'est ce qui comptera davantage que le fait que ma démarche soit noble ou pas noble. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, qu'on a déjà évoquées, sur la gestion d'un certain nombre de crises dans le Proche et le Moyen-Orient, où la candeur, parfois, nous amène à des situations un peu difficiles. Et là, ce qui est apparent, en fait, c'est que les relations internationales, c'est quand même un rapport de force brut, et que donc tout État qui est au sommet de ce rapport de force est plus à même d'imposer sa volonté que des États qui sont plus réduits. Or, il faut rappeler ça, et en plus, il faut se rappeler que depuis 20 ans, on avait des États qui étaient plutôt alors soit en sommeil, soit émergents, mais qui aujourd'hui sont en pleine possession de leurs moyens. On pense évidemment à la Chine, on pense à l'Inde, je trouve qu'on sous-estime trop souvent. Il faudra rappeler le Brésil, dont le général de Gaulle avait l'habitude de dire par boutade, c'est un pays d'avenir et qu'il le restera longtemps, mais enfin, en réalité, qu'il l'est de plus en plus. Le Nigeria, dont la population double tous les 20 ans, enfin, on a aujourd'hui des États continents qui sont en train de se mettre en place. Donc, Olivier, vous avez raison de dire que quand on se rappelle les logiques des relations internationales, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt un rapport de force, d'une part, et qu'en plus on a plutôt des puissances qui sont sur des tailles continentales, de par leur démographie, de par leur puissance économique, que peuvent des pays européens séparés dans ce contexte-là? Moi j'ai le sentiment que c'est parce qu'on oublie la nature des relations internationales d'une part, et qu'on ne remet pas le projet européen dans cette logique d'autre part, que finalement on arrive au contresens qui est assez énorme, qui consiste à dire, pour mieux défendre les intérêts de chacun, isolons-nous à nouveau. Alors qu'en réalité, j'ai le sentiment que là on se dit, on sera d'autant plus fort et d'autant plus puissant qu'on reviendra à notre isolement initial. C'est évidemment, à mon sens, un contresens majeur. Nous ne sommes plus dans le monde du Moyen-Âge, on est dans le monde du XXIe siècle. Et là, l'idée, en fait, c'est de dire non. En fait, il va falloir qu'on s'unisse alors sur les éléments essentiels, sans rien perdre de nos unités respectives. C'est là où le fédéralisme ne serait pas inintéressant. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut garder ses structures juridiques, ses structures linguistiques. Et là, effectivement, constater alors que c'est parce qu'on sera unis que l'Europe, d'une part, pourra continuer à avoir une voix dans le monde, mais pourra continuer à être libre de ses choix. Parce que si on met ce projet de côté et que finalement on reste sur une Europe qui fonctionne plutôt plus mal que bien et plutôt avec des États séparés les uns des autres, mais le risque en réalité, Olivier, c'est que les Européens ressemblent définitivement à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des États dont la portion congrue va aller en s'amenuisant de plus en plus et donc qui vont avoir de moins en moins, malheureusement, leur mot à dire dans les relations internationales du XXIe siècle. Je vous propose de nous arrêter là, Fabrice, aujourd'hui, sur cette nouvelle voie à chercher pour l'Europe. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.